Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Alors, on a voyagé un peu dans le passé. Alors, je vais vous emmener là jusqu'en 2030. Donc, je pense qu'effectivement, ça pourra susciter un certain nombre de questions. Je vais vous brosser rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je dirais certains chiffres un peu macroéconomiques de mix énergétique, et puis on fera certains focus sur certaines zones géographiques, puisque comme il a été dit d'une manière précédente, l'impact des zones régionales est quand même très important. On ne peut pas parler d'un monde du gaz, d'une plaque globale mondiale, mais de plusieurs plaques géographiques qui ont évidemment leur importance. Alors, tout d'abord, un grand panorama, je dirais, la place du mix du gaz dans le mix énergétique. Donc, il ne faut surtout pas oublier qu'il y a encore aujourd'hui plus de 80% des énergies qui sont liées aux énergies fossiles. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, quand on dit énergie fossile, vous le savez aussi bien que moi, c'est charbon, gaz et puis le pétrole. Si on en croit en fin de compte des prévisions de l'AIE, vous voyez un peu dans les différents camemberts, la couleur bleue représente le gaz. On devrait quand même avoir d'ici 2030 un taux annuel de croissance de 1,2%, ce qui nous permettrait d'avoir un mix énergétique à l'avantage du gaz en passant d'une part de 22% à 24%. C'est vraiment dans les trois énergies fossiles existantes encore aujourd'hui, je veux dire, la plus forte progression qui est attendue. Donc, on a cité précédemment les grands enjeux du gaz. Alors, âge d'or, pas âge d'or, je crois que c'est un joli débat. En tous les cas, quel que soit le nom qu'on puisse lui porter, on a une place et il y aura une place du gaz, ça c'est évident pour demain. Et notamment, vous voyez les petits graphiques qui sont peut-être pas très lisibles maintenant, sur votre droite, cette croissance, enfin, quand elle est tirée par les pays évidemment non OCDE. Et je reviendrai tout à l'heure lorsque je vous présenterai un peu les enjeux sur l'Europe, mais une forte croissance et un véritable enjeu et surtout une véritable place pour le gaz. Tout dépendra bien évidemment, comme on l'a dit précédemment, des politiques énergétiques, réchauffement climatique, conditions économiques notamment, mais un avenir certain sur ce sujet. Alors, j'ai voulu là vous résumer quels étaient un peu les grands événements, les grandes tendances qui s'étaient déroulées depuis 2012, entre 2012 et 2013. Alors, en vert très clair, je les ai mis en deux catégories. La première catégorie, vert clair, les impacts des événements avec des impacts très très court terme. Ensuite, en vert un peu plus foncé, je dirais des impacts plus long terme, puisque tous les deux ont une importance quand vous êtes sur un timing comme 2030. Donc, il faut retenir de tout ce que vous voyez là aujourd'hui, évidemment, les problématiques d'exportation de GNL aux États-Unis, c'est un véritable game changer. Ça, c'est évident. Je dirais ça influence, comme on l'a vu déjà précédemment, et puis on le verra encore plus, je veux dire, le poids du gaz, les grands échanges internationaux, on ne peut pas passer outre. Vous avez aussi des notions, je dirais, d'exportation. Les pays dont on parlait, style l'Afrique du Nord, tout à l'heure on parlait aussi de l'Iran, moi je parlerai aussi un peu de l'Algérie, comme l'Égypte aussi, ce sont des pays dont la production en fin de compte est en déclin et qui en plus subissent en parallèle une hausse de la demande de gaz au niveau national. Donc on a véritablement des enjeux, donc on est plus vers une tendance, je dirais, d'une réduction de leurs exportations vers les pays qui étaient traditionnellement leurs clients. Vous avez aussi, je dirais là cette fois-ci à plus long terme, toutes les découvertes de gaz qui ont été faites en Afrique de l'Est, qui sont positionnées là, si on est entre 2010 et 2030, je dirais après 2020, mais qui auront un impact considérable dans les échanges mondiaux à partir de cette période. Vous avez aussi la Chine, on y reviendra tout à l'heure, la politique économique, quid de l'impact sur leur volonté de lutter contre le réchauffement climatique, contre la pollution. Ils ont sorti évidemment leur 12e plan quinquennal il n'y a pas si longtemps, avec toujours des objectifs qu'ils ont du mal à atteindre, mais on note quand même une véritable volonté. Est-ce que ça viendra, je dirais,
compenser cette baisse économique de la Chine qu'on commence à voir ou pas, c'est aussi une véritable question. Quelle sera au niveau du Japon la politique nucléaire? Il ne faut pas oublier que pour le Japon, la sécurité d'approvisionnement est un véritable enjeu. Donc, quel est vraiment leur positionnement? Je crois qu'aujourd'hui, on ne le sait pas encore très bien, mais ça aura un impact sur cette zone. En matière des prix, j'y reviendrai, mais est-ce qu'on gardera une indexation des prix sur le long terme, sur une indexation pétrole, ou est-ce, comme le veut certains pays asiatiques, comme la Corée ou le Japon, basculer sur une base, en fin de compte, du Henry Hub? C'est une véritable question. Donc, un certain nombre, quand même, je dirais, de mouvements très importants entre 2012 et 2013 qui vont avoir un impact soit court terme, soit long terme sur le positionnement du gaz. Alors, quelques chiffres. J'espère que vous aimez bien les chiffres, hein, parce que là, vous en avez quand même quelques-uns. Alors, la demande mondiale aujourd'hui. On a, alors c'est toujours des moyennes, hein, on estime qu'en fin de compte le taux de croissance moyen jusqu'en 2030 sera à peu près de 2%. Alors vous avez ceux qui sont plus optimistes, qui mettent ça à 2,4, vous en avez d'autres à 1,7, donc voilà, une moyenne à peu près, ce qui est quand même très important. Mais, et là, je dirais, vous voyez les différentes zones et les différentes couleurs, bien évidemment, cette croissance, elle n'est pas uniforme et elle n'est pas homogène. Alors, si vous regardez, vous avez deux continents qui tirent vraiment la croissance. Une part, le continent asiatique, avec une demande qui devrait être de 3,9% par an. Et vous avez, parce qu'on l'oublie quand même de temps en temps, l'Amérique latine, qui a à peu près le même taux de croissance à 3,9%. Donc vous avez vraiment deux zones qui sont là pour tirer cette croissance. Et puis, je dirais, une Afrique subsaharienne qui est en léger développement au niveau de la demande. Une Afrique du Nord, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est quand même à des niveaux de production très moyens et déclinants. Le Middle East qui reste à son niveau à 3,4% au niveau de la demande. Les États-Unis et l'Amérique du Nord, on l'a vu, plutôt à taux, et surtout la problématique de l'Europe. L'Europe, vous avez une demande qu'on estime aujourd'hui avec une croissance complètement atone à 0,2%. 0,2%, c'est parce qu'en fin de compte, le périmètre là, que j'ai choisi sur l'Europe englobe la Turquie. Il faut voir que si on restait sur un périmètre Europe dite ancienne de l'Ouest, en réalité, vous auriez une demande qui serait négative, légèrement négative. Donc la Turquie, là, compte pour 3,1%. Donc on voit même qu'au niveau de l'Europe, je veux dire, c'est complètement hétérogène. Donc là, le point qui était vraiment, je dirais, significatif, que je voulais pointer, c'est que l'enjeu, en réalité, il est vraiment par zone régionale et pas un enjeu global. Et comme je l'ai dit précédemment, vous avez 80% en fin de compte de la croissance qui sera tirée par les pays non OCDE. Un dernier point, parce que je reviendrai sur le gaz non conventionnel plus tard et la progression qui est envisagée. Je pense qu'il est très important, tout à l'heure, on faisait référence au transport. Effectivement, c'est une des problématiques et le GNL résout en partie ces problématiques de transport et de pipe. Vous voyez ici dans l'encadré qu'en réalité, transport, pipe plus GNL, vous avez une croissance attendue de 2,9% par an. Mais dans ces 2,9%, vous voyez l'hétérogénéité, vous avez quand même le commerce de GNL qui augmentera de 4% par an. Donc toute cette croissance, je veux dire, dont on parle aujourd'hui du gaz, est vraiment tirée par les échanges internationaux et grâce au GNL. Alors justement, en parlant du GNL et cette problématique d'exportation à travers les États-Unis, nous avons revu entre l'année dernière et puis cette année, lorsque nous faisons nos prévisions internes, en fin de compte, nous avons doublé le volume que nous estimions l'année dernière d'exportation de GNL à partir des États-Unis. Alors pourquoi on a revu ça? Tout simplement par rapport aux autorisations qui ont été délivrées par le DOE et par la FERC récemment. L'année dernière, en fin de compte, il n'y avait eu qu'un projet Sabine Pass qui avait obtenu l'autorisation d'exporter dans les pays qui sont non FTA, Free Trade of Agreement.
Et cette année, nous avons vu, en fin de compte, alors il y a eu une période où le DOE s'est un peu cherché, je dois dire, ou a demandé des études un peu complémentaires avant d'à nouveau se repositionner. Et on a constaté que là, depuis 3 mois, en réalité, ils ont délivré quasiment une autorisation quasiment par mois. Ce qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, après Sabine Pass, vous avez Covent Point, vous avez Freeport 1 et 2, et puis certainement et le 3e train. Donc vous voyez qu'en fin de compte, le volume qu'on avait estimé assez prudent les années précédentes, on arrive aujourd'hui quand même à une vision qui serait une exportation d'un volume de GNL à partir du continent nord-américain. Ça englobe aussi le Canada et les projets qui pourraient voir le jour, d'environ 80 millions de tonnes. Ce qui est évidemment pas négligeable. Et ce que je vous ai mis à côté là sur cette flèche, c'est de voir qu'en réalité, il n'y a pas que les États-Unis non plus. Quand on parle de GNL, je l'ai un peu évoqué précédemment, si on essaye de couper ça en tranches temporelles, vous avez actuellement, je dirais, le boom de tous les projets australiens, de GNL australiens, avec toutes les problématiques de surcoût entraînées par la main-d'œuvre et puis aussi la mutualisation du CBM. Quand on va un peu plus vers l'horizon 2020-2025, il ne faut pas oublier, je dirais, les producteurs un peu traditionnels comme l'Indonésie, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je veux dire, ce ne sont pas des éléments à ne pas prendre évidemment en compte. Vous aurez aussi vers l'horizon 2025, je disais précédemment, l'Afrique de l'Est. Vous aurez également un impact du bassin levantin. Toutes les ressources et toutes les réserves qui ont été découvertes récemment auront un impact bien évidemment à cet horizon. Et puis alors là, si on veut essayer d'aller un peu plus loin, vous avez les projets dont on entend parler depuis quelques temps, ou pour certains d'un peu plus longtemps, les projets russes. Vous avez Yamal, vous avez Vladivostok, vous en avez d'autres, vous avez Sakhaline, celui-là on en parle depuis plus longtemps, et puis aussi les projets de l'Afrique de l'Ouest, puisque vous avez quand même encore au Nigeria un certain nombre de projets. Donc vous voyez on fait un espèce de focus aujourd'hui sur des projets américains. Certes, c'est la donnée du moment, mais ne pas oublier surtout les autres. Il n'y aura pas de place pour tout le monde, c'est évident. Je veux dire, tous ces projets ne se feront pas. Ne serait-ce que quand on regarde l'Australie et la quantité de projets, il y en a 3 qui sont vraiment bien engagés aujourd'hui à partir de CBM. Demain, on ne voit pas de deuxième vague de projets. Je veux dire, ils se seront tous en compétition les uns par rapport aux autres. Donc, une certaine quand même quantité, volume de GNL, avec des prix différents. Vous voyez, tout à l'heure, ça a été évoqué, mais je pense que c'est vraiment très intéressant parce que c'est une des clés et une des problématiques d'aujourd'hui. Vous avez, donc là, il y a 4 zones représentées. Pour ma part, j'estime qu'il y a 3 prix et 3 zones régionales. Les États-Unis, vous avez, grâce au shale gas, en fin de compte, un prix le plus faible possible, puisqu'il est aux alentours de 4 $ par million de BTU, mais en fin de compte, il est tombé à 2,80 cette année, donc un prix quand même très très faible. Vous avez un prix européen NPP qui avoisine, allez, on va dire entre 10, 11 $, toujours millions de BTU. Puis vous avez l'Asie. Et l'Asie, des prix, je dirais, long terme, qui se situent plutôt vers du 14, 15 $. Tout ça indexé évidemment encore aujourd'hui pétrole. Donc la problématique, c'est quel sera l'impact, en fin de compte, de ces volumes de GNL en termes de zone géographique. La demande asiatique, on le verra tout à l'heure, même si elle est très forte, à 3,9% par an d'ici jusqu'en 2030, ne peut pas absorber tous ces volumes. Ça, c'est la première chose. Le deuxième enjeu, c'est y aura-t-il en fin de compte un rapprochement des prix entre les prix asiatiques et les prix européens? Comment va se dérouler la concurrence? Il y aura, à notre sens, pas un prix uniforme. Le prix américain restera toujours déconnecté, il sera toujours beaucoup plus bas que le reste. En revanche, est-ce que le prix européen, si du GNL américain arrive en Europe, fera remonter les prix européens, le NBP? C'est un premier point. Comme je disais précédemment, les Japonais, les Coréens et les Taïwanais essayent
de diversifier leurs sources d'approvisionnement et aussi la répartition de leurs risques et souhaitent être, pour une grande partie de leur portefeuille, déconnectés d'une indexation pétrole et souhaiteraient une indexation sur le Henry Hub, évidemment beaucoup moins cher. Est-ce que ça va entraîner dans le futur un prix asiatique légèrement plus faible et se rapprochant du prix européen? Voilà à peu près les enjeux. Donc des enjeux en termes de volume, de répartition géographique. Si l'Asie ne peut pas tout absorber, l'Amérique latine absorbera une partie. Mais pas tout. Donc on imagine très bien en fin de compte un retour d'une vague de GNL en Europe à partir de 2016-2018 pendant une période très courte, mais elle sera là. Et quelle sera l'attitude par exemple des grands fournisseurs historiques comme Gazprom, comme Statoil tout à l'heure était mentionné? Est-ce qu'ils vont réduire leur volume pour maintenir les prix européens? Est-ce qu'au contraire, je veux dire, ils vont lâcher des volumes et puis ils vont accepter une baisse? Voilà, donc de nombreux enjeux, pour l'instant, on n'a pas évidemment les réponses, mais je pense que ce sont des problématiques soit en termes de volume, soit en termes de prix, qui sont quand même très intéressantes et surtout très dépendantes des plaques régionales. Alors, l'Asie-Pacifique, là, ce que je voulais montrer rapidement, c'est que c'est pareil. Je veux dire, il n'y a pas une plaque Asie-Pacifique. En réalité, nous, on détermine 4 sous-zones. On a avec des incertitudes et des opportunités qui sont complètement différentes. Vous avez aujourd'hui, en fin de compte, la première zone, je dirais la zone mature. Nous, ce qu'on appelle une zone mature. Vous avez le Japon, vous avez Taïwan. Et vous avez la Corée du Sud, qui sont, eux, très dépendants, en fin de compte, de leurs importations, notamment en GNL. Et la grande incertitude sur cette zone de marché, qui croît beaucoup moins que les autres, que les 3 autres, en fin de compte, c'est ce que je disais, la politique japonaise nucléaire. Ensuite, vous avez une deuxième, je dirais un peu zone marché émergent avec la Chine et l'Inde. Parce qu'on parle beaucoup de la Chine, mais il faudrait aussi parler de l'Inde puisque le taux de croissance est aussi très important. Et là, en réalité, ils se retrouvent sur des problématiques, même si ce ne sont pas les mêmes entre l'Inde et la Chine, des problématiques de prix. Dans le cadre du 12e plan quinquennal, les Chinois essayent de réformer depuis 2011 leurs prix gaz, qui sont évidemment régulés, sectionnés. Mais comme ils sont obligés de faire appel à de l'importation, soit de GNL, soit par pipe, avec tous les contrats qu'ils ont signés récemment avec les Russes et avec le Turkménistan, ils ont un problème de déconnexion entre les prix d'achat dorénavant du GNL qui se fait sur des prix spot à peu près à $17 et puis leur prix de vente complètement régulés, très faible. Donc pour eux, il y a un véritable enjeu. Pour les Indiens, c'est plus un problème de réserve et en fin de compte de trouver la ressource. Donc des problématiques, si on compare Japon, zone mature et pays émergents, complètement différentes. Vous avez une troisième zone aussi dont je parlais tout à l'heure, c'était l'Indonésie, Brunei et puis la Malaisie. Ça a toujours été de très grands, en fin de compte, exportateurs de GNL. Mais aujourd'hui, il y a une croissance de la demande nationale. Donc, il faut qu'ils fassent face également à cette demande nationale. Donc, comment ils vont interagir avec une augmentation de leur production nationale? Ils auront besoin de partenaires étrangers, donc une ouverture de nouveaux marchés, donc des problématiques différentes. Et puis enfin, celle, je dirais, qui est peut-être un peu la plus connue, concerne l'Océanie, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc là, des tas de projets en Australie, comme je le mentionnais précédemment. Un léger problème de coûts, un dérapage très important des coûts des projets. Donc tous ne se feront pas. Ils rentrent en compétition vive avec les projets américains. Et puis par la suite, les projets de l'Est-Afrique qui, même s'ils arrivent tardivement, empêcheront, je pense, une deuxième vague de projets australiens sur le marché. Alors l'Europe. L'Europe. Tout à l'heure, vous parliez de la politique énergétique un peu sans issue de l'Europe. Je pense qu'on a essayé là de résumer la problématique. Donc la demande, je vous l'ai dit, 0,2%, complètement atone. Une production déclinante, parce que même si le niveau de la Norvège
je veux dire, se stabilise sur la période jusqu'en 2030, vous avez un déclin de la production aux Pays-Bas et un déclin de la production au Royaume-Uni. Ce qui, je dirais, entraîne, même avec une demande qui est complètement flat, un besoin et un recours aux importations. Et vous avez en réalité à peu près les 2/3 de la demande de gaz en Europe à cet horizon qui sera en fait liée à des importations nécessaires, importations par pipe évidemment de préférence avec nos contrats long terme qui existent en Europe, mais également en GNL. Donc vous voyez une Europe encore très dépendante sur la période des importations de gaz. Vous avez une économie qui est évidemment faible. Vous avez la compétition avec le charbon qui a été sorti des États-Unis et dont le grand bénéficiaire est l'Allemagne, puisque ça lui a permis de complètement asseoir le gap et la fermeture du nucléaire et relancer contre toute politique énergétique cohérente et environnementale ces centrales à charbon. Mais vous avez un prix du CO2 qui a complètement, alors là, est déprimé, puisque maintenant, enfin, je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais on était aux alentours de 6 euros, 5 euros la tonne de CO2. Ça n'encourage pas non plus à ne pas faire fonctionner les centrales à charbon. Et puis, vous avez cette politique subventionnée des énergies renouvelables. Pas très, je dirais, pas très juste, pas très fiable dans le long terme. Donc un vrai rôle, en tous les cas, même avec une demande à tonne pour le gaz, soit par les imports, soit un peu comme énergie de backup des énergies renouvelables, puisque de toute manière, elles ne fonctionnent pas tout le temps. Donc voilà, donc quand même, l'Europe reste au cœur, malgré cette demande quand même à tonne, reste au cœur du débat. Alors, pour parler juste rapidement des nouvelles ressources de gaz, il ne faut pas oublier que, je dirais, ici, on parle toujours de gaz un peu non conventionnel. Ce qu'on a essayé de montrer là par ces différents camemberts, c'est qu'en 2010, dans la répartition, c'était 87% gaz conventionnel contre 13% de gaz non conventionnel. Et dans le gaz non conventionnel, vous aviez évidemment du shale gaz en rouge, vous avez du Thai gaz en vert et puis du CBM en bleu-violet. La vision, je veux dire, qui est apportée ici en 2030, on voit que le gaz conventionnel tomberait à peu près aux alentours de 75%. Vous auriez un accroissement de 13 à 24%, à 25% du gaz non conventionnel avec une grande évolution du shale gaz. Quand on regarde la répartition, la nouveauté, c'est qu'on voit apparaître un petit trait rouge tout en bas qui représenterait à peu près 65 TCM. Ce sont, je dirais, toutes ces nouvelles ressources en gaz liées au biogaz, au coal to gas et aux hydrates de méthane dont on parlait précédemment. Je pense que c'est important de garder ça en mémoire parce que quand on dit nouvelles ressources en gaz, il ne faut pas juste penser gaz non conventionnel, mais il y a d'autres usages qui peuvent être bien évidemment utilisés. Et là, je voulais juste vous montrer pour le biogaz. Vous voyez les deux méthodes, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, donc entre la biomasse humide et puis la biomasse sèche et l'arrivée soit par le processus de méthanisation, soit par la gazification pour récolter du biométhane, du biogaz et des biocarburants. On estime en fin de compte à l'horizon, alors là encore plus lointain, 2050, qu'il y a un potentiel en Europe pour en fin de compte le biogaz d'à peu près 400 TWh. On en voit pour 60 TWh à l'horizon 2030, dont la moitié, je dirais, pourrait être injectée dans les réseaux de gaz. Et ça, c'est quand même très important parce qu'aujourd'hui, donc vous voyez 30 TWh à l'horizon, je veux dire, de 2030, injectés dans les réseaux de gaz. Aujourd'hui, en fait, au niveau de 9 pays européens, vous avez à peu près 7 TWh qui sont de biogaz qui sont injectés dans les réseaux. Le reste part évidemment pour alimenter les centrales électriques ou autre chose. Donc, il y a aussi un véritable potentiel. Et par la méthanisation ou par la gazification, vous avez donc à travers la biomasse humide et la biomasse
assèche quand même des ressources de gaz supplémentaires qui, évidemment, comparé je dirais, au gaz non conventionnel, sont à cet horizon encore peu importants. Mais je pense, au niveau environnemental, c'est quelque chose quand même aussi très intéressant à développer. On pourrait mettre du biométhane dans les véhicules. Aujourd'hui, vous savez que les rares véhicules un peu verts, sans parler de l'électricité, fonctionnent au gaz comprimé. Mais ce sont des... Je veux dire, on ne peut pas l'étendre à des camions, et j'y reviendrai par la suite. Je veux dire, ce sont vraiment des petits véhicules, donc je veux dire, avec des autonomies. Enfin, là, ça pourrait aussi être un nouvel élément et une nouvelle source, je dirais, d'utilisation du gaz sur une base, évidemment, très naturelle. Dans les nouvelles utilisations, là, alors j'ai parlé un peu du gaz comprimé, je ne vais pas parler du GTL, je ne vais pas parler non plus du power to gas. Je voulais juste faire un focus sur le retail LNG parce que je pense que ce sont des marchés dont on commence à entendre parler et qui peuvent représenter aussi un avenir pour, je dirais, les différentes places géographiques. Vous voyez ici, on a estimé, alors il y a le GNL comme carburant. Donc, carburant pour remplacer, en fin de compte, tout à l'heure, on le voyait, le pétrole, notamment dans les transports. Alors, transport terrestre ou transport fluvial, hein, il y a bien évidemment les deux. Et puis même aux États-Unis, si on en croit certains, pour en réalité les trains. Mais vous voyez, les marchés en 2025 sont certes petits, mais il y a un véritable potentiel pour le gaz. Donc, vous avez entre 20 et 30 millions d'autones qui pourraient être développés sur le transport fluvial. Donc, on remplacerait le diesel ou le pétrole en réalité par du gaz, donc pas négligeable avec un impact environnemental. Au niveau des camions, puisque ce sont des grandes distances, là le GNL est tout à fait approprié à la différence du gaz comprimé. Vous avez en réalité, en Europe, on vise un marché de 10 millions de tonnes par an. Bon, c'est petit mais pas négligeable. Et puis aussi en Amérique du Nord, ça se fait environ 10 millions. Donc là, je dirais substitution au fioul et au diesel. Et puis vous avez, je dirais, le transport, alors là plus sur fleuve. En Europe, ça pourrait représenter 2 millions de tonnes par an. Donc on voit que vous avez des clients différents, des signes. Il y a vraiment des marchés en émergence. En 2015, on sait que normalement, il y a une législation, je ne sais pas si elle s'appliquera ou pas, en tous les cas en Europe du Nord, pour une réduction des émissions de soufre notamment et de NOx, qui devrait encourager le remplacement du diesel dans tous les ferries, dans un certain nombre de transports. Donc, il peut y avoir une nouvelle utilisation du gaz et ça peut être de nouveaux débouchés. Et puis ensuite, ce que j'ai appelé le GNL pour des marchés vraiment de niche, ce sont du cabotage, c'est-à-dire que vous avez par exemple dans les îles Caraïbes notamment, vous avez un besoin de gaz, vous l'alimentez, vous faites du cabotage, vous mettez un petit méthanier et puis il va servir comme des mini-stations de GNL. Donc ça peut être aussi quelque chose qui permettrait de substituer au diesel, au LPG et puis au bout et alimenter des petites stations. Et puis après, vous avez la construction sur des sites industriels, d'usines, mais de mini-usines de liquéfaction. Parce que quand on parle d'usines de liquéfaction aux États-Unis, ce sont quand même des 4, des 16, des 20 millions de tonnes. Là, ce seraient des petites entités et ça a un potentiel de 5 à 10 millions de tonnes par an. Donc, le GNL peut vraiment être une nouvelle source de marché propre et correspondant, je veux dire, à une politique énergétique partout dans le monde. Alors pour finir, moi je ne vais pas parler d'âge d'or, mais je pense qu'il faut quand même concevoir le gaz, je dirais, avec, évidemment abondant, que ce soit 230 ans, 250, c'est vrai que ça change chaque année, mais ce sont des ressources quand même très importantes. Il est propre, le gaz est propre, donc c'est quelque chose qui rentre tout à fait dans les politiques environnementales. C'est un gaz qui est en réalité très complémentaire aux énergies renouvelables et qui, je veux dire, peut tout à fait se substituer selon les zones régionales au pétrole. Donc, je n'ai pas beaucoup insisté, mais en Amérique latine, il y a une véritable problématique aujourd'hui de substitution du pétrole par le gaz, qui pourrait être un enjeu aussi important. En Europe, on l'a vu, c'est charbon versus gaz. Qui ne devrait pas beaucoup évoluer d'ici au moins 2020 sans vraiment changement radical de politique.
Donc on voit bien que le marché du gaz se développe, a une croissance, a été abondant et propre, et surtout qu'en réalité les échanges ont augmenté parce que grâce au GNL, je dirais cette croissance quand même très importante de 4% par an, ça mobilise, ça fait fructifier, ça fait développer le gaz grâce à ces échanges interplaques régionales. Et puis, ce que je viens de vous décrire, en fin de compte, des enjeux sur de nouveaux marchés, de nouvelles ressources de gaz, comme le biométhane, le biogaz, et puis du retail LNG, du gaz compressé, et sans oublier évidemment de nouvelles zones régionales qui ne sont pas encore apparues aujourd'hui, comme l'Afrique de l'Est ou le bassin levantin, mais qui auront certainement en fin de compte un impact post-2025. Merci beaucoup pour votre attention.